Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais intervenir sur Camus, une conférence sur Camus que j'ai intitulée Camus, résistance et révolte. Et il s'agira de comprendre un peu les liens entre ces deux thèmes dans cette conférence. Alors, en introduction, je vais dire quelques mots sur la biographie et la bibliographie de Camus, et je vais indiquer quelques difficultés préalables à la lecture de l'œuvre de Camus d'un point de vue philosophique, puisque ce que je vais proposer, c'est une lecture de l'œuvre de Camus qui prenne en compte son aspect philosophique, qui n'est pas toujours reconnu, et je vais expliquer justement pourquoi. Alors, pour commencer, Camus a eu une vie assez courte. Il est né en 1913 en Algérie, et il est mort en 1961 dans un accident de voiture. Mais son œuvre, même si sa vie a été courte, son œuvre a eu le temps de développer une pensée exigeante et également de donner lieu à de nombreux malentendus qui, qu'il faut, voilà, qu'il faut examiner et auxquels il faut faire un sort. Donc, ce que je vais proposer, c'est un parcours dans certains thèmes de la pensée de Camus, en m'appuyant notamment sur ses essais, qui sont peut-être moins connus que ses deux romans, L'étranger et La peste, qui l'ont principalement rendu connu. Et ça nous permettra de revenir sur les lieux communs, peut-être aussi, qui entourent la figure de Camus, qui est quand même quelqu'un qui est assez connu. Je pense que même les gens qui n'ont pas lu Camus ont entendu parler de lui, savent certaines choses, plus ou moins, ou croient savoir certaines choses sur Camus. Alors, quelques repères bio-bibliographiques pour commencer. Camus est né donc en Algérie, à Mondovì, en 1913, près de la frontière tunisienne. Puis, il déménage rapidement avec sa mère pour aller à Alger, dans le quartier populaire d'Alger, à Bellecour, après la mort de son père, qui était ouvrier agricole, qui travaillait dans le domaine viticole, et qui est décédé, puisqu'il il est mort au front. Il était engagé avec les Zouaves dans la Première Guerre mondiale. Donc, Camus vit dans le quartier populaire de Bellecour, à Alger, dans un milieu modeste, voire pauvre, qui a une importance pour comprendre son œuvre. Sa mère est illettrée, et c'est chez son oncle, qui est boucher, sympathisant anarchiste et franc-maçon, qu'il va découvrir les livres pour la première fois, et qui va lui donner un petit peu le goût de la lecture et ouvrir son horizon sur des choses auxquelles il n'aurait pas forcément eu accès avec sa mère, avec laquelle il vivait. Alors, on peut déjà noter que cette origine modeste le distinguera plus tard du milieu parisien dans lequel il sera amené à évoluer, et notamment, mais je reviendrai là-dessus, lors de ses querelles avec Sartre et les Cypriens. Alors, il passe sa jeunesse à Alger, où il a un instituteur qui s'appelle Louis Germain, qui le remarque et qui le pousse vers les études, et envers lequel il manifestera toujours une grande reconnaissance. Il y a une lettre assez célèbre qu'on peut trouver facilement sur l'internet, de Camus lors de sa réception, enfin, du prix Nobel, qui écrit, d'accord, qui écrit à son instituteur, donc pour le remercier et pour dire que rien de tout cela ne serait arrivé sans lui. Il est pendant 2 années encarté au Parti communiste, mais il a des désaccords sur la ligne du parti, et ça l'amène à quitter donc le Parti communiste au bout de 2 ans. Ensuite, dans la deuxième moitié des années 30, il va se rendre en métropole, donc il vient pour des raisons de santé particulièrement, puisque Camus est tuberculeux, et l'Algérie est humide et n'est pas bonne pour sa maladie, donc il va essayer d'abord pour se soigner, qu'il vient en métropole.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, il est engagé dans la résistance. Il publie notamment dans la revue Combat, qui est un organe de la résistance. Et il commence, il commence à publier en fait à partir des années 30. Ses deux premiers ouvrages datent de 1937 et 1939. Le premier s'appelle L'envers et l'endroit, et le deuxième s'appelle Nos. Nos, dont je parlerai, sur lequel je m'appuierai, voilà, dans la première partie de mon exposé, qui est un texte moins connu de Camus, qui est un essai, mais qui en même temps est composé de sortes de poèmes en prose qui décrivent la beauté de la nature. Mais bon, ces deux premiers ouvrages sont publiés à Alger par un éditeur qui s'appelle Charlot, ça ne s'invente pas, voilà, qui publie ces textes. Puis, en 1942, paraissent simultanément L'étranger et Le mythe de Sisyphe. Donc un essai et un roman qui le rendent connu et qui sont suivis de deux pièces de théâtre, Le Malentendu et Caligula. Et ensuite viendra un petit peu plus tard La Peste. Et voilà, ce sont vraiment ces ouvrages qui rendent Camus célèbre, enfin, qui le font connaître. Alors, après ces quelques éléments de biographie, de bibliographie, j'aimerais dire quelques mots sur les difficultés préalables à la lecture philosophique de l'œuvre de Camus. Et ils sont de trois ordres. Ces difficultés tiennent d'abord à son positionnement politique, dans le champ intellectuel et dans le champ politique de l'époque. Ils tiennent également, je pense, à des raisons littéraires, et notamment au style de Camus. Et enfin, il y a des raisons qui sont un peu plus difficiles à cerner, qui sont philosophiques ou... Bon, je vais expliquer ces trois aspects. Alors, commençons par le positionnement politique. Il faut partir du fait que Camus il y a une légende autour de Camus, que ce soit en positif ou en négatif. On connaît plein de choses, on a entendu plein de choses sur Camus et qui ne sont pas toujours exactes, qui ne sont pas toujours fidèles à la réalité historique. Alors, on dit de Camus en positif, par exemple, qu'il a été une conscience universelle un petit peu de son époque, un témoin des affres de l'histoire et un écrivain antitotalitaire qui aurait marqué sa génération, voilà, face aux affres de l'histoire. Mais alors ça, Camus a répondu à cette interprétation un petit peu de son positionnement dans un entretien avec un journaliste où il explique qu'il a déjà assez de difficultés à mettre de l'ordre dans ses propres pensées pour en plus prétendre à être un guide spirituel universel ou à voilà, servir d'exemple ou de modèle. Qu'est-ce qui se dit encore sur Camus comme lieu commun? Alors, on en fait parfois une sorte de social-démocrate mou dont le positionnement politique n'aurait pas la radicalité de Sartre, qui n'aurait pas de position nette, par exemple, concernant la guerre d'Algérie. Camus est à la fois anticolonialiste, mais rétif à l'indépendance nationale de l'Algérie. Donc on lui dit, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un peu confus. Si vous êtes anticolonialiste, vous soutenez la révolution de libération nationale. Mais non, justement, Camus, il a une position intermédiaire assez difficile à cerner de prime abord, mais qui est en fait nuancée. Bon, j'en parlerai aussi un petit peu. Il y a une célèbre phrase que peut-être certains d'entre vous connaissent. Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Dont on s'est beaucoup servi pour critiquer Camus. Alors, c'est pas très facile de savoir ce que Camus a vraiment dit, parce que c'est pas dans une œuvre publiée qu'il a dit ça, c'est pas non plus dans une intervention publique, c'est en fait après la réception du prix Nobel en 1957 à Stockholm qu'il a eu un échange un petit peu informel avec des étudiants suédois avec lesquels voilà, il a discuté, qui lui ont posé des questions. Et c'est dans ce cadre qu'il aurait prononcé cette phrase.
Alors, son biographe, Olivier Todd, rapporte la citation suivante exactement. Camus aurait dit: j'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément, dans les rues d'Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. Il y a une autre version de cette histoire qui est racontée par le traducteur suédois de Camus. Alors, ce texte de ce traducteur est publié dans l'édition de poche du discours, ce qui s'appelle le discours de Suède, qui est le discours donc, de réception du prix Nobel. Il y a une postface dans laquelle le traducteur suédois de Camus raconte un peu une autre version. Ce qu'il raconte, en fait, c'est que dans cette discussion avec des étudiants suédois, il y avait à un moment donné un militant du FLN, donc du Front de Libération Nationale algérien, qui a intervenu et qui a pris à partie Camus assez violemment, qu'il a à moitié insulté. Et donc, Camus a essayé de répondre à ces questions, mais c'était un peu difficile. Et il aurait fini par dire la chose suivante. Donc ça, c'est le traducteur suédois qui propose cette autre version de cette phrase célèbre. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. Voilà. Ça, ce qui est encore un peu différent de ce qu'on retient habituellement. Alors, je pense qu'on saura. Enfin, bon. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que voilà, il y a vraiment une légende autour de ça. Si on s'intéresse un peu à Camus, on tombe très rapidement sur cette phrase et qui est à la fois sortie de son contexte et dont le statut est un peu étrange. Voilà. Alors, comme lieu commun encore, on dit de Camus que c'est un homme de gauche, mais qui critique la gauche, parce qu'il critique le communisme, il critique aussi l'idée de révolution, à laquelle il oppose celle de révolte. Alors ça, ce sont donc des choses qui font que voilà, on a des idées sur Camus un petit peu déjà en tête lorsqu'on commence à le lire. Mais il y a des difficultés d'un autre ordre qui tiennent, je pense, aussi au style de Camus. La clarté et la beauté du style sont en fait bizarrement un obstacle à la reconnaissance de la pensée d'un auteur. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez d'autres auteurs, par exemple Bergson, Henri Bergson, qui a reçu aussi le prix Nobel de littérature. Bah, sa prose est tellement, c'est vraiment une prose classique, très fluide, très facile à lire, et ça fait qu'on peut lire ses ouvrages, ça vaut aussi pour Camus, en se disant ah mais c'est vraiment c'est limpide, c'est clair, alors que mais en même temps une fois qu'on a fini, on se dit mais quelles sont exactement les positions qu'il a défendues, et en fait c'est plus une pensée s'exprime avec clarté, plus elle est difficile en fait. C'est le contraire de ce qu'on pense habituellement. Et donc voilà, il y a une sorte de clarté et de simplicité dans l'exposition des idées de Camus. Il emploie pas de néologisme, il n'emploie pas de termes en langue étrangère, il n'y a pas de référence philosophique explicite pour soutenir son propos. Et ça peut nous faire croire souvent que ce qu'il dit, voilà, c'est souvent comme ça que ça a été lu, hein, que ce qu'il dit serait superficiel ou serait banal. Finalement, bon, c'est un grand prosateur, il a un beau style, mais c'est pas vraiment un grand penseur. À propos de la Alors justement, ça m'amène à un troisième point, qui est la réception de Camus parmi les philosophes de profession. Alors, si on a rapidement reconnu Camus comme écrivain, sa pensée philosophique a souvent été oblitérée et même niée. On l'a qualifié par exemple de moraliste plutôt que de philosophe, en l'inscrivant donc dans une tradition comme ça française qu'on peut faire remonter à Chamfort, mais à laquelle on peut aussi adjoindre Voltaire par exemple. Pareil, Voltaire, on le lit très peu en tant que philosophe finalement, hein. On le lit vraiment comme écrivain, on connaît Candide ou l'ingénu, mais pas les œuvres philosophiques. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut citer une œuvre philosophique de Voltaire? Il y a des contes philosophiques, mais voilà, on les étudie, par exemple, on les étudie en littérature, pas en philosophie. Et donc cette idée que Camus ce serait un moraliste plutôt qu'un philosophe, ça sous-entend que la rigueur du concept
il ferait défaut et qu'il pourrait très bien, voilà, exposer des idées, mais il s'en tient au niveau des opinions et pas du raisonnement conceptuel vraiment rigoureux. Alors, un auteur dont je ne citerai pas le nom a écrit un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle Camus, philosophe pour classe terminale. Ce qui est, je pense, à la fois, enfin, c'est un titre qui se veut péjoratif, mais qui témoigne d'une mécompréhension vraiment de l'œuvre de Camus, mais aussi probablement une mécompréhension de ce que c'est que la classe terminale au lycée. D'ailleurs, je signale que Camus n'est pas au programme de philosophie du lycée de terminale, alors qu'il y a Merleau-Ponty, Sartre, Simone de Beauvoir est entrée cette année au, au programme de philosophie, mais Camus, non. Camus, c'est vraiment un auteur qu'on pense réservé au littéraire. Et ça s'est poursuivi, cette interprétation de Camus comme écrivain et pas comme philosophe, avec ensuite les différents avec Sartre et les sartriens. Alors, je pense qu'à ces lieux communs, il faut opposer une lecture attentive, tout simplement, sans préjugés, de Camus, qui rend justice à l'auteur et à celui qu'il a été. Alors, pour ce faire, on peut commencer par dire la chose suivante, c'est que sa pensée se structure autour de deux axes, de deux grands cycles, ce qu'il appelle des cycles lui-même, c'est-à-dire un ensemble d'œuvres structurées autour de thèmes unifiés, d'une unité de thèmes. Et ces deux cycles, ce sont le cycle de l'absurde et le cycle de la révolte. Il y a un troisième cycle qu'il avait prévu, qui était le cycle de l'amour. Mais voilà, sa mort prématurée l'a empêché de développer ce troisième aspect de son œuvre, même si on trouve des notations éparses, notamment dans ses carnets, qu'on trouve publiés dans la bibliothèque de la Pléiade, dans les éditions de la Pléiade, et aussi dans certaines de ses œuvres, et puis dans des lettres. Alors, ces deux thèmes, d'une part donc l'absurde, et plus généralement la réflexion sur l'existence, sur la condition humaine, sur la place de l'homme dans le monde et sur ce qui fait sa spécificité. Et d'autre part, la révolte, peuvent servir, je crois, de point d'entrée dans son œuvre et dans la dimension philosophique de son œuvre. Et en même temps, ils induisent une tension. Et c'est là-dessus que je voudrais finir pour commencer, finir cette introduction. Sa philosophie de l'existence repose sur une intuition fondamentale et une inspiration nietzschéenne qu'il emprunte à Nietzsche, sa lecture de Nietzsche, qui l'a beaucoup marqué dans sa jeunesse, qu'on peut résumer par quelques thèmes, à savoir l'innocence du devenir, la plénitude du monde, qui nous offre tout ce qu'il a à offrir et sur lequel il n'y a pas à porter de jugement de valeur. Il ne faudrait pas avoir une vision morale du monde qui nous fait avoir une approche toujours surplombante, transcendante à partir de normes morales sur l'existence. Mais euh, il faut appréhender le monde, non pas en le jugeant, mais en l'éprouvant, voilà, dans sa texture propre, en l'expérimentant et en le décrivant, voilà, dans ce qu'il a dans son grain, dans son caractère charnel. Et donc, la philosophie de l'existence de Camus mène à ce qu'il appelle un oui, une affirmation absolue à l'existence, un consentement au monde. Mais d'autre part, l'autre grande partie de sa réflexion philosophique porte sur la révolte. Et la révolte, ça commence par un non. Se révolter, c'est ça, c'est dire d'abord non à quelque chose qui ne va pas dans le monde. Et, et donc, ça commence par une négation qui s'oppose à l'affirmation de l'existence en même temps, et à l'inspiration nietzschéenne de Camus. Puisque se révolter, c'est refuser donc le monde tel qu'il est, pour essayer de construire un monde plus juste, meilleur, en refusant les injustices qui s'y trouvent. Et donc le problème philosophique autour duquel se structure la pensée de Camus, c'est celui-ci. Et c'est ce qu'il s'agira de comprendre et d'élucider. Comment penser la coexistence de ces deux faces de la vie humaine, c'est-à-dire à la fois l'acquiescement à l'existence
et le refus qui est inhérent à la révolte de toute personne qui est confrontée à des injustices. Voilà. Alors, donc, je vais examiner ces 2 points successivement. Je vais parler d'abord de la philosophie de l'existence de Camus et ensuite je parlerai de sa philosophie de la révolte et je finirai en soulevant quelques thèmes qui peuvent nous amener à parler d'une actualité de Camus. Voilà, des choses qui peuvent nous parler aujourd'hui et peut-être nous guider, même si Camus n'a pas voulu être un guide. La philosophie de l'existence. On peut parler d'une philosophie de l'existence chez Camus au sens où il y a un questionnement existentiel qu'il faut distinguer de l'existentialisme tel que Sartre le développe. Un questionnement existentiel, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un questionnement, une interrogation qui porte sur l'existence humaine en général et sur ce qu'elle a de spécifique. La première chose qu'on peut dire, c'est que de ce point de vue, il y a un rapprochement à faire entre Camus et la tradition philosophique de la Grèce antique. Puisque Camus développe donc une philosophie de l'existence, et la philosophie de l'existence chez les Grecs, ça s'appelle l'éthique, et non pas la morale. On a aujourd'hui, ces 2 mots sont synonymes, hein, éthique et morale, mais on peut distinguer les 2 si on se réfère au fait que l'éthique chez les Grecs, ça vient du mot ethos, E-T-H-O-S, qui désigne le caractère, la subjectivité de l'expérience vécue d'une personne. Et non pas des normes morales qui viendraient nous faire juger de l'extérieur notre expérience vécue. Et en effet, on peut dire que Camus s'insère dans cette tradition. Euh, on ne trouve pas chez lui, comme on ne trouve pas chez les Grecs, de jugement surplombant sur la vie, où il s'agirait donc de juger celle-ci à partir de normes extérieures. Ce qui compte, c'est donc la question du genre de vie à mener, type d'existence, qu'on a déjà évoqué à propos d'Aristote, pour ceux qui auraient suivi la conférence sur Aristote l'année dernière, ou cette année. Enfin, voilà. Et donc, chez les Grecs, la question éthique est liée à celle du bonheur. Voilà. Les questions existentielles, c'est les questions qui portent sur la vie, le type de vie à mener et le type de vie, le genre de vie, le style d'existence propre à assurer le bonheur. Et donc, voilà, Camus, il est vraiment toute la première partie de sa réflexion, ça s'inscrit là-dedans. C'est qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qui procure une vie heureuse? Qu'est-ce qui permet à l'existence, pas au sens d'une existence morale, mais au sens d'une existence vraiment euh, qui procure le bonheur. Alors, le bonheur tel qu'il est décrit par Camus, c'est principalement dans son texte donc, que j'ai déjà cité, qui s'appelle Nos, au pluriel. Et le bonheur est décrit par Camus comme une expérience de communion avec la nature, qui, il faut le noter, c'est très important, c'est quelque chose qui va le distinguer de la majorité des penseurs du XXe siècle. Cette communion avec la nature, elle nous révèle quelque chose dans le monde qui est indépendant des vicissitudes de l'histoire et des contingences historiques. Il y a quelque chose dans l'existence qui échappe à l'histoire et c'est ce qui fait que Camus est vraiment très attentif et qu'il donne une place très grande à l'expérience de la nature et de la beauté de la nature. Donc, je donne 2 citations de Camus à ce propos. La première, qui date de 1948, « Je suis né pauvre et sans religion, sous un ciel heureux, dans une nature avec laquelle on sent un accord et non une hostilité. » Ça l'oppose vraiment à Sartre. Hein. Chez Sartre, l'existence humaine, c'est le fait de s'arracher à la nature. Hein. L'expérience de la nature, c'est l'expérience d'une hostilité à surmonter. Chez Camus, c'est pas du tout ça. Alors, je finis la citation. « Je n'ai donc pas commencé par le déchirement, mais par la plénitude. » Fin de citation. Et donc voilà, le déchirement n'est pas un sentiment primitif. C'est ce qui distingue Camus de l'existentialisme. Le déchirement qui peut avoir lieu dans l'existence des hommes, il est dû à l'histoire, pas au rapport à la nature. Il est dû à l'histoire qui a introduit la violence dans le rapport entre les hommes et dans le rapport de l'homme au monde. Mais l'histoire n'est pas tout.
il y a autre chose que l'histoire. Voilà. Alors là, je vous donne une deuxième citation qui permet d'approfondir ce point. Je suis né, alors je commence la citation, à mi-distance du soleil et de la misère. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout. Ça, c'est dans son premier texte publié qui s'appelle L'envers et l'endroit en 1937. Et donc voilà, chez Camus, il y a cette idée que, et ce sera très important pour comprendre sa philosophie de la révolte, il y a quelque chose en dehors de l'histoire qui permet de juger l'histoire. Quelques commentaires sur ces deux citations. On peut noter d'abord la récurrence de la mention des conditions de vie pauvres, voire euh, même de la misère. Et ça, c'est quelque chose qui est très important chez Camus. Il y a vraiment un attachement aux gens de peu et à une éthique de la frugalité et de la simplicité. On peut donc dire que le bonheur chez Camus se distingue d'autres conceptions du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas la satisfaction de tous les désirs, d'accord ? Ce n'est pas un hédonisme qui serait intempérant, comme on en trouve des figures, par exemple, on en trouve une figure chez le Calliclès de Platon, si certains ont en tête la République de Platon. Mais le bonheur, ce n'est pas non plus l'aisance de la vie matérielle, d'accord ? Voire la richesse dans la satisfaction des besoins. Chez Camus, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la pure sensation d'exister, à la pure sensation d'être au monde et de goûter à la proximité de notre propre chair avec la chair du monde, en quelque sorte. Voilà, c'est une sorte de communauté, on pourrait dire, pour employer des termes philosophiques, de communauté ontologique. C'est-à-dire, ontologique, c'est ce qui a trait à l'être d'une chose. Et ce que dit Camus, c'est que le bonheur, c'est le fait d'expérimenter, d'éprouver dans sa chair le fait que nous ne sommes pas étrangers au monde, mais que nous sommes faits de la même étoffe, en quelque sorte. Que nous ne sommes pas voilà, des êtres métaphysiques qui seraient au-dessus de la nature ou même en deçà, mais il y a vraiment quelque chose qui est inextricablement lié entre l'homme et le monde et qui se tisse entre les deux. Voilà, et donc le monde, ce n'est pas le lieu de la séparation, mais c'est le lieu d'une certaine communion avec ce qui est. Et de ce point de vue, on peut rapprocher Camus, je pense, de Rousseau, du Rousseau des rêveries du promeneur solitaire, qui décrit, c'est très frappant, des expériences de bonheur qui sont très proches de celles que décrit Camus. Et donc, cela débouche sur ce qu'on peut appeler, pour employer encore un terme philosophique, une phénoménologie du monde sensible. Une phénoménologie, c'est une description d'un phénomène qui laisse apparaître le phénomène qu'on décrit en essayant de ne rien y ajouter, mais en essayant de le laisser se déployer sans le travestir par les mots du langage. Et qui passe donc, cette phénoménologie du monde sensible, non pas par la conceptualisation et par l'intellectualisation, mais par la description d'état de la subjectivité et par la description de lieux. Et c'est ce qui fait, je pense, qu'il y a eu une grande difficulté pour les philosophes à lire Camus, c'est que les philosophes croient habituellement, et sont habitués à ça, que voilà, la philosophie, c'est nécessairement un raisonnement logique qui serait conceptuel et, qui passerait nécessairement par des définitions, par l'exposition de concepts qui seraient déduits les uns des autres. Et ça, effectivement, on ne le trouve pas chez Camus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une pensée philosophique chez lui. Ça veut dire qu'il est philosophe sur un autre mode. Et cet autre mode, il passe justement par des descriptions, et il est très proche en cela de ce qu'on appelle la phénoménologie, justement, qui essaye de développer aussi une philosophie de ce type. J'en profite pour, entre parenthèses, pour dire que c'est une anecdote. Dans mes études de philosophie, on ne m'a jamais parlé de Camus. Euh, j'ai eu en littérature quelques cours sur l'homme révolté, mais voilà, Camus n'est pas au programme de philosophie des classes terminales. Il n'a jamais été proposé au concours de philosophie. Et voilà. Il y a vraiment quelque chose là qui résiste. Alors, donc, le point emblématique sur ce point, sur la phénoménologie du monde sensible et sur cet aspect existentiel de l'œuvre de Camus, c'est Les Noces, qui est publié en 1939 et qui est constitué de 4 essais, qui sont donc, je l'ai dit tout à l'heure, des sortes de poèmes en prose,
qui mêlent description de la nature sur un mode parfois lyrique et en même temps réflexion sur l'existence. Et donc, les noces dont il s'agit dans le titre, ce sont les noces de l'homme et du monde. Voilà. Les noces de l'homme et du monde et les noces des différents éléments du monde. Je vais donner une citation pour expliciter ce point. Les noces, donc, des éléments du monde, de la mer et du ciel, de la mer et de la montagne. Il décrit une montagne qui est le Chénois, la montagne qui est proche de la ville de Tipaza, à laquelle est consacré le premier essai des noces. Voilà. Et donc, c'est une manière vraiment de montrer la parenté de l'homme avec le monde. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme, voilà, c'est vraiment un être qui, même si on ne peut pas dire que c'est un être qui appartient totalement à la nature, c'est un être qui adhère à la nature, qui a une certaine proximité avec la nature, même s'il s'en distingue par certains aspects, sa conscience, etc. Ça, il développera dans le mythe de Sisyphe. Mais il y a quand même une sorte de communion et de communauté, voilà, de l'homme et du monde. Et ça distingue donc, je l'ai déjà dit, Camus de Sartre, mais ça le distingue aussi d'autres philosophes, comme par exemple la gnose. Il a écrit un texte de jeunesse sur la gnose, les gnostiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Les gnostiques, ce sont des philosophes de l'Antiquité tardive pour lesquels le corps est une déchéance. Voilà. L'homme est un esprit, en fait, d'abord, un pur esprit, mais qui a une sorte qui a chuté dans le monde. Voilà. Et on retrouve certains aspects gnostiques dans le christianisme. Il y a un texte de Camus qui s'appelle La Chute, d'ailleurs. Bon, on va revenir là-dessus. Et voilà, pour les gnostiques, il faut se libérer du corps. Et chez les gnostiques, il y a toute une réflexion aussi sur le suicide, du coup, qui est centrale dans le mythe de Sisyphe. Toute la première partie est consacrée au suicide. Mais justement, Camus se distingue de ce type de pensée. La gnose, donc l'idée que notre esprit est enfermé dans notre corps et que, en fait, la liberté, c'est se libérer de son corps. Ça, c'est pas du tout la perspective de Camus. Alors même que son corps est aussi un corps souffrant. Comme j'ai dit, il était tuberculeux. Il pensait qu'il allait mourir très tôt, très jeune. Plusieurs lettres en témoignent où il avait la certitude de mourir très jeune. Finalement, il est mort assez jeune, mais bon, pour d'autres raisons que sa maladie. Alors, pour développer ce point, je vais donner quelques citations, quelques extraits des noces à Tipaza, qui sont donc, Tipaza, c'est une ville algérienne où il y a des ruines romaines et qui est au bord de la mer et qui en même temps est bordée d'une montagne. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes, la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme. À peine, au fond du paysage, puis-je voir la masse noire du Chénois, qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les ruines à perte de vue. Leur essence, fermente sous la chaleur et de la terre au soleil, monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Nous ne cherchons pas de leçons, ni la mère philosophie qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. C'est le grand libertinage de la nature et de la mer qui m'accapare tout entier. Dans ce mariage des ruines et du printemps, les ruines sont redevenues pierres et, perdant le poli imposé par l'homme, sont rentrées dans la nature. Comme ces hommes que beaucoup de sciences ramènent à Dieu, beaucoup d'années ont ramené les ruines à la maison de leur mère. Voilà. Donc, cette citation, bon, à part que c'est vraiment un très beau texte, je pense qu'il nous dit plusieurs choses. Elle nous dit plusieurs choses. D'abord, on peut noter qu'il y a vraiment un sentiment du sacré, je pense, qui se dégage de ce texte, mais un sacré sans Dieu.
alors c'est lié au sentiment justement de la nature. Un sentiment de la nature qui échappe à l'histoire, puisque, les choses de l'histoire, le résultat de l'activité des hommes, les ruines ici qui sont décrites d'un temple romain, sont en quelque sorte rematérialisées par la nature et se réinsèrent dans le paysage, heu, voilà, qui lui-même forme une totalité. La mer, la montagne est décrite comme une sorte d'excroissance des collines du village et en même temps se fond dans la mer. Les ruines reprennent place dans la nature, puisque les pierres qui ont servi à bâtir un édifice redeviennent des pierres en perdant le poli imposé par les hommes, comme dit le texte. Alors, je donne une dernière citation de ce texte, qui se situe à la toute fin. Bien pauvres sont ceux qui ont besoin de mythes. Ici, les dieux servent de lit ou de repère dans la course des journées. Je décris et je dis, voici qui est rouge, qui est bleu, qui est vert. Ceci est la mer, la montagne, les fleurs. Et qu'ai-je besoin de parler de Dionysos pour dire que j'aime écraser les boules de lentisque sous mon nez? Est-il même à Déméter, ce vieil hymne à quoi plus tard je songerai sans contrainte? Heureux celui des vivants qui a vu ces choses. Voir et voir sur cette terre, comment oublier la leçon? Voilà. Camus prend donc, on peut dire, le parti de ce qu'il appelle dans une lettre à son ancien professeur de philosophie à Alger, une philosophie sensible. C'est un terme qu'on trouve dans un de ses textes. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une philosophie sensible. Donc c'est pas une non-philosophie, c'est pas en dehors de la philosophie, c'est juste que c'est une philosophie sensible et donc qui ne passe pas par, par, par le concept nécessairement, même s'il y a un aspect aussi conceptuel, mais qui n'est pas au premier plan. Une toute dernière citation. J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l'avance et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre de leur propre cœur. C'était précisément ce que je ressentais. J'avais bien joué mon rôle. Voilà. Donc le bonheur se confond, on peut dire, avec la joie, au sens précis que donne à ce terme Spinoza ou Nietzsche, pour lesquels la joie, c'est le sentiment qui accompagne l'accroissement de notre existence. Quand notre vie est rehaussée, voilà, euh, l'accroissement de la vie en nous. Et donc, encore une fois, c'est une opposition frontale à l'existentialisme. L'existence ne précède pas l'essence, contrairement à ce que dit Sartre. Euh, pour Camus, il y a une sorte de sol primordial du monde euh, qui préexiste à l'activité des hommes et que les hommes doivent tenter de ressaisir euh, par la perception et non pas par l'intelligence d'abord, même si Camus n'est pas anti-intellectualiste. Il y a des textes, j'ai lu récemment un texte qui est une recension d'un ouvrage de Bergson, où Bergson critique l'intelligence et Camus s'oppose vraiment à Bergson en disant à quoi ça sert de développer autant de raisonnements intelligents pour nous montrer que l'intelligence n'est pas utile. Donc Camus n'est pas anti-intellectualiste. C'est pas du tout un critique des intellectuels ou de l'intellectualisation, mais en fait, voilà, c'est une position vraiment nuancée. Il laisse sa part aux différentes facultés humaines. Il y a la part de l'intellect, mais qui ne doit pas recouvrir la part sensible en même temps, qui nous offre un rapport au monde qui est différent, voilà, qui ne peut pas être donné par l'intellect, par le concept. Et donc, il y a même, on peut dire, une primauté de la saisie sensible du monde. Alors, à ce point de la réflexion, on pourrait cependant faire deux remarques, et même deux objections à ce que je viens de dire. Est-ce que les expériences qui sont décrites par Camus ne sont pas des expériences privilégiées et extraordinaires, un peu mystiques, qui ne seraient pas données à tout le monde et en tout cas qui ne pourraient pas être expérimentées dans la vie ordinaire? Alors là, je pense que la réponse qu'on peut faire, c'est que non, cette objection est bonne, puisque ce sont des expériences simples. Je veux dire, c'est vraiment une expérience simple.
Il part visiter des ruines, il n'a même pas besoin de payer une entrée pour aller visiter cet endroit. Il suffit d'y aller et de vivre simplement son rapport au monde. Et donc, ce sont des expériences vraiment simples qui ne requièrent aucune sophistication et qui ne requièrent même pas un minimum d'aisance matérielle, puisque c'est vraiment la nature finalement est prodigue et se donne à nous tant qu'on ne l'a pas détruite. Bon, ça c'est une autre question que Camus aborde d'ailleurs dans ses textes tardifs, le rapport à la question de la dégradation de la nature. Donc cette première objection, je pense qu'on peut y répondre comme ça. La deuxième objection, ce serait de dire est-ce qu'il n'y a pas des expériences où la nature, au contraire, est ce qui vient nous diminuer plutôt que ce qui vient nous rehausser? Est-ce que voilà, cela d'autant plus que Camus était tuberculeux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses, voilà, la maladie, la mort, qui font aussi partie de la nature et qui offrent un aspect moins jouissif, moins sensible et qui ne mène pas au bonheur? Alors justement, c'est ce hiatus, cette discordance entre, d'une part, la beauté du monde, la simplicité de l'expérience qu'on peut en faire, et d'autre part, le fait que le monde, euh, qu'il n'y ait rien au-delà du monde, que le monde se suffise à lui-même, qu'il soit une pure immanence, euh, qu'il n'y ait rien au-delà de lui, d'une certaine manière, il n'y a rien à attendre du monde qui mène au sentiment de l'absurde. Voilà. Et donc maintenant, je vais parler de la philosophie de l'absurde de Camus, qui est un deuxième aspect de cette philosophie existentielle, de cette philosophie de l'existence, après sa philosophie du bonheur. Alors, le texte central, donc les deux textes, alors il y a trois textes, quatre même, pardon. Il y a le mythe de Sisyphe, l'étranger, le malentendu, une pièce de théâtre, et Caligula, donc qui font partie du cycle de l'absurde. Mais bon, moi je vais m'appuyer principalement sur le mythe de Sisyphe, parce que sinon j'aurais pas le temps de tout dire. Alors, Camus précise dans le mythe de Sisyphe qu'il ne va pas traiter d'une philosophie de l'absurde, mais d'une certaine sensibilité à l'absurde, d'une certaine sensibilité absurde qui est éparse dans le siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'absurde? Comme j'ai dit, Camus ne propose pas de développement conceptuel. Il propose des descriptions de l'absurdité et des figures d'hommes absurdes. Mais il propose quand même une définition qu'on trouve page 36 dans le texte du folio essai, qui est la suivante, la définition, dit que l'absurde naît de la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Donc l'appel humain, c'est l'appel au bonheur, l'appel à la raison, l'appel au sens de manière générale. Voilà. Les hommes cherchent du sens dans les choses et ce sens, il n'est pas inscrit de manière claire en même temps dans le monde. Il y a toutes sortes de choses qui sont insensées et irrationnelles. Pour commenter cette caractérisation de l'absurde, je vais faire deux remarques. La première, c'est que Camus ne fait pas l'éloge de l'absurde, hein, mais en propose une description. En même temps, il ne prend pas une position morale justement dessus. Il en propose une description. Il essaie de décrire ce que c'est que l'expérience de l'absurde. Et donc, une lecture hâtive pourrait nous faire croire qu'il fait un éloge de l'absurde. Il y a plein de recensions de l'étranger ou du mythe de Sisyphe qui sont allés dans ce sens. Mais ce n'est pas le cas. C'est une description et pas un éloge de l'absurde. Et l'essai, justement, deuxième chose, débute sur une remarque de méthode que Camus gardera dans tous ses essais et qui insiste sur le fait qu'il y a une primauté de ce qu'on pourrait appeler la raison pratique sur la raison spéculative. C'est-à-dire que finalement, la vérité d'une idée, elle doit d'abord s'éprouver dans les implications qu'elle a dans la vie, avant d'être examinée uniquement sur le plan purement théorique et logique des déductions qui nous permettraient de la corroborer. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête pour vraiment bien lire, je pense, le mythe de Sisyphe, c'est que ce sont les implications pratiques d'une idée aussi, pas seulement, mais aussi les implications pratiques d'une idée qui nous permettent d'en mesurer et d'en éprouver le degré de cohérence. Parce que sinon, c'est facile de jongler avec des concepts
si on ne voit pas à quoi ça renvoie dans l'existence concrète. Et donc voilà, ça c'est encore une autre manière de dire que la philosophie a affaire à des questions existentielles, c'est-à-dire qui engagent l'existence des sujets. Alors, quelles sont les implications donc de l'absurde, de ce divorce entre les exigences de la conscience, les exigences d'un sens de la vie, et le fait que ce sens soit introuvable? Eh bien, le mythe de Sisyphe, justement, est consacré à examiner, à l'examen des implications de cette absence de sens. On peut distinguer trois moments. Je vais aller je vais décrire ces trois moments rapidement. Une première partie de la réflexion de Camus est consacrée à la question du suicide, qui est une réponse à l'absurde, puisque ça met fin à cette absence de sens, en quelque sorte. Mais justement, ce que dit Camus, c'est que, en fait, le suicide n'est pas une réponse, c'est l'annihilation du problème. C'est-à-dire que, voilà, on met fin au problème, on ne le résout pas. Le suicide, quelque part, à la fois, n'est pas une réponse à l'absurdité, puisqu'il supprime le problème. L'absurde étant la tension entre la conscience et l'absence de réponse du monde. Si on supprime la conscience et l'existence, il n'y a plus cette tension et donc on n'a pas résolu le problème. Et en plus, encore pire, le suicide ajoute à l'absurdité du monde l'absurdité d'un acte qui, en quelque sorte, fait ressortir encore plus l'absurdité de l'existence. Et donc, il y a quelque chose qui est fondamentalement vicié dans cette pseudo-réponse qui est le suicide. Alors, du coup, il y a une deuxième partie du mythe de Sisyphe qui est consacrée à l'examen de figures existentielles, de genres de vie, de styles de vie, dit Camus, qui propose, au contraire, de vivre de manière lucide l'absurde. Et quatre figures en émergent. Il y a d'abord le don Juan, le donjuanisme, c'est-à-dire le fait de faire des conquêtes amoureuses et sexuelles et de développer son désir et sa jouissance comme ça en enchaînant les expériences. La deuxième figure, c'est la figure du comédien. Alors, Camus s'inspire de son expérience d'acteur qui a été très importante pour lui. Et le comédien de théâtre, il le compare à un voyageur. Sauf que c'est un voyageur dans le temps et non pas dans l'espace géographique. Puisque le comédien, c'est celui qui est capable de multiplier les expériences, mais non pas les expériences spatiales en se déplaçant dans le monde, mais les expériences temporelles. On peut être, Médée, on peut être, Antigone, on peut être Hamlet, on peut être le roi Lear, etc., etc. Et donc, quelque part, et en même temps, c'est fugace. C'est toujours le temps d'une représentation. Et finalement, voilà, c'est quand même quelque chose qui est absurde dans ce sens qu'il n'y a pas de sens définitif qui serait donné, mais en même temps, il y a une accumulation d'expériences qui élargissent la conscience de l'homme. Le troisième style de vie, c'est le conquérant, la conquête. Alors là, je pense qu'il y a une importance de la période historique dans laquelle écrit Camus, puisque le mythe de Sisyphe s'est publié en 1942. Et voilà, le conquérant, c'est celui qui désire étendre son empire, accumuler euh, finalement des conquêtes, non plus amoureuses, mais voilà, militaires ou politiques, d'ajouter toujours des expériences, d'autres expériences. Et la dernière figure de l'homme absurde, c'est le créateur, la création par le biais de l'art, notamment du roman. Alors, les points communs entre ces quatre figures, qui ne sont pas exhaustives, hein, Camus ne dit pas qu'il fait une revue exhaustive qui serait déductible logiquement de l'idée d'absurde, mais il dit que ce sont des figures privilégiées qu'il décrit. Quels sont les points communs? Soit il s'agit euh, d'hommes de personnes qui vont avoir une activité qui donne lieu à des œuvres périssables, voilà, et donc qui ne durent pas, même s'il y a une tentative de faire durer les choses. Finalement, les empires s'écroulent toujours, les œuvres d'art passent,
etc. Les conquêtes amoureuses aussi. Voilà. Deuxième point commun, c'est que dans ces expériences règne l'aspect quantitatif. C'est le règne de la quantité, dit Camus. Voilà. Il s'agit à chaque fois d'ajouter des expériences les unes aux autres, d'éprouver la vie dans son exubérance quantitative, plus que dans son aspect qualitatif, qui est plutôt ce sur quoi insistait le texte que j'ai lu avant, Nos. Et donc voilà, l'homme absurde, c'est celui qui multiplie les occasions de jouissance de la vie, dans une sorte d'infini, mais de faux infini, qui est un infini juste où on ajoute des quantités à des quantités. Et finalement, donc la dernière partie du mythe de Sisyphe, qui est justement intitulée également le mythe de Sisyphe, donne la clé de lecture un petit peu de l'œuvre et explicite le sens du titre, puisque Sisyphe est une métaphore de l'existence humaine. Sisyphe, c'est celui qui a été condamné par les dieux à rouler un rocher en haut d'une montagne, et ce rocher doit toujours inexorablement redescendre, et donc il est condamné à un cycle comme ça perpétuel dont il ne peut pas sortir, et donc qui est dénué de sens, puisqu'à chaque fois qu'il monte, qu'il atteint le but de son activité, elle est à reprendre. Mais Camus ajoute, et c'est la toute fin très célèbre du mythe de Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux. Alors comment comprendre cette phrase? Je vais finir là-dessus pour la philosophie de l'absurde. Je ferai 3 remarques. Tout d'abord, Camus dit qu'il faut prêter attention à Sisyphe lorsqu'il redescend la montagne. Puisqu'à ce moment-là, s'insère dans la vie de Sisyphe le moment du temps de la réflexion et de la conscience. Or, être conscient, c'est introduire une distance entre soi-même et soi-même, entre soi-même et ses actes. C'est les réfléchir, c'est mettre à distance sa vie, être capable de la réfléchir. Et donc, c'est une forme de liberté. Sisyphe, lorsqu'il descend la montagne, est heureux, est libre, pardon. Sisyphe, quand il descend la montagne, est libre, puisqu'il est libre par sa réflexion. Et alors, ça a une conséquence importante, c'est que il y a certes répétition du même geste, à chaque fois il remonte le rocher, qui redescend et doit le remonter, mais l'effort qu'il fait n'est pas toujours identique, puisque le degré de réflexion qu'il va avoir sur ses actes se modifie au fil du temps. Et donc, il n'y a pas tout à fait répétition à l'identique du même. Il y a quand même une altération. Et donc, ce n'est pas quelque chose de complètement monotone, comme on pourrait le croire lors d'une première description comme ça de la vie de Sisyphe. Et finalement, dit Camus, donc, le bonheur se trouve dans l'effort même, sans cesse recommencé, qui est comme un pied de nez au destin. Justement, Sisyphe ne se suicide pas, il continue. Et donc, quelque part, il crée son propre destin en roulant ce rocher, en le remontant et en réfléchissant sur son effort. Camus qualifie Sisyphe de prolétaire des dieux. Ça a des implications politiques qui sont importantes, dont je vais parler très rapidement. Et finalement, donc voilà, juste avant de dire il faut imaginer Sisyphe heureux, Camus écrit, c'est une citation, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Voilà. Ça résume un petit peu ce que je viens de dire, à savoir que la liberté et le bonheur ne sont pas incompatibles avec cette absurdité. Voilà. Ils peuvent même s'y loger, se loger au creux du monde qui pourtant est absurde. Est-ce que je peux parler 10 minutes encore? Oui. Oui. Alors, du coup, je l'ai déjà évoqué un petit peu, ça mène à la question politique. Donc ça, c'est ma deuxième partie sur une pensée critique de l'histoire. Voilà. La pensée critique de l'histoire. Alors, ce que j'appelle par pensée critique, il faut le distinguer de ce qu'on appelle en philosophie une philosophie de l'histoire. Camus n'a pas une philosophie de l'histoire, il a une pensée critique de l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une philosophie de l'histoire? Une philosophie de l'histoire, se définit par certains traits. On appelle philosophie de l'histoire une conception de l'histoire qui en fait une totalité dotée de sens, voilà, qui a justement du sens, et où se réalise progressivement ce sens, à travers plusieurs étapes qui s'enchaînent de manière nécessaire. On trouve par exemple, chez 2 philosophes qui sont très importants, une philosophie de l'histoire, à savoir chez Hegel et chez Marx, qui sont 2 grands inspirateurs de Sartre,
Et c'est pas par hasard qu'il y a un grand désaccord entre Sartre et Camus, qui n'est pas seulement circonstanciel, qui en fait repose sur des postulats philosophiques très différents. Alors, par exemple, chez Hegel, la philosophie de l'histoire, c'est le développement progressif de l'idée de liberté. Euh, voilà ce que dit. Donc, je vais résumer très rapidement ce que c'est que la philosophie de l'histoire chez Hegel et chez Marx, vraiment très rapidement, juste pour comprendre en quoi Camus s'y oppose. Pour Hegel, la philosophie de l'histoire, c'est donc le développement de l'idée de la liberté. Donc, il fait une lecture de l'histoire en essayant de voir comment est-ce que la conscience de la liberté se développe chez les êtres humains. Donc, il dit, voilà, chez les despotes asiatiques de l'Antiquité, les Perses par exemple, un seul est libre. Il découvre la liberté, mais pour un seul, c'est le despote oriental qui est libre, et les autres sont ses sujets qui sont égaux dans la servitude. Ensuite, les Grecs découvrent que la liberté, c'est entre les égaux. Mais tous ne sont pas égaux, puisqu'il y a des esclaves. Voilà. Ensuite, avec le christianisme, pour Hegel, puisque tous les hommes sont égaux en Dieu, il y a une sorte d'universalisation de l'idée de liberté qui devient effective dans le droit avec la Révolution française. Voilà. Et donc l'histoire, c'est ça. Il y a une histoire universelle qui se développe petit à petit et qui progresse de manière nécessaire. Chez Marx, on a le même schéma, même si le contenu est différent. Pour Marx, l'histoire, c'est le développement des forces productives, c'est-à-dire du travail des hommes qui luttent contre la nature et qui coopèrent entre eux. Et voilà, l'histoire, c'est le développement successif de différentes formes de coopération entre les hommes. Et donc, on a un mode de production antique où, dans l'Antiquité, le travail est accaparé par les maîtres, ce sont les esclaves qui travaillent. Ensuite, il y a un mode de production féodal, où ce sont les seigneurs qui font travailler les serfs et qui s'approprient leur travail. Puis, on a le mode de production bourgeois ou capitaliste, où c'est le rapport entre l'ouvrier et le capitaliste qui détermine le processus du travail. Et enfin, ça doit déboucher sur un moment que Marx appelle parfois le communisme, où la coopération des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, justement. Il n'y aura plus quelqu'un qui profitera du travail des autres, mais ce seront les travailleurs qui développeront leur coopération entre eux, sans qu'il y ait soit un maître, soit un seigneur, soit euh, un capitaliste qui extrait, qui prend une partie du travail de ceux qui ont créé les richesses. Voilà. Et alors, le point commun des philosophies de l'histoire, voilà ce qui est important, c'est la nécessité. Dès qu'il y a une nécessité dans l'histoire, il y a le passage d'une forme historique à une autre par un mouvement nécessaire. Il y a une dialectique, c'est-à-dire chaque étape de l'histoire forme une sorte de contradiction. Il y a une contradiction puisque certains accaparent le travail des autres, et donc il y a une lutte comme ça qui va faire émerger une nouvelle forme historique. Et donc il y a l'idée de négativité, d'accord? C'est-à-dire le passage, l'histoire, c'est pas le passage calme et pacifique d'un état à un autre, c'est la violence, la lutte, la contradiction, voilà, la négativité qui est le moteur de l'histoire. Voilà, par exemple, le passage du féodalisme au mode de production bourgeois ou capitaliste se fait par l'expropriation de l'aristocratie et par le découpage de certaines têtes. Voilà, c'est pas pacifique. Et donc, c'est là-dessus qu'il y aura le désaccord entre Sartre et Camus. Donc, la violence est justifiée. C'est-à-dire que la violence dans l'histoire se justifie par le fait que, à un moment donné, cette violence est nécessaire pour faire advenir une étape nouvelle. Voilà. Parce que ça entraîne un monde plus juste, un monde meilleur. Et donc Camus s'oppose point par point à ces différents éléments de la philosophie de l'histoire, qui est incarnée donc par une certaine forme de marxisme et aussi qui est parfois assumée par Sartre. Il s'y oppose sur les trois points que je viens de mentionner, donc le, la nécessité, la dialectique et la négativité. Mais il ne refuse pas pour autant de penser l'histoire. Et donc, il propose une pensée critique de l'histoire, et critique ici, c'est au sens vraiment étymologique du terme. Critique, ça vient du grec krinein, krinein qui veut dire juger, voilà, le jugement. Et par le refus donc de l'idée de nécessité historique, qui est également présente chez Camus. Alors, du coup, on peut dire qu'il y a un refus
de ce qu'on peut appeler le progressisme chez Camus. Le progressisme, c'est ça, c'est l'idée que tout pas en avant est un progrès nécessaire, nécessairement un progrès. Et il oppose à ça l'idée de révolte, justement. En effet, Camus ne sanctifie pas l'état des choses. Il ne dit pas que tout est bien et que tout va bien. Il est extrêmement attentif à l'injustice sociale. Je l'ai dit en introduction, il vient d'un milieu pauvre. L'un de ses premiers textes en tant que journaliste, moi j'en ai pas parlé, mais on ne peut pas parler de tout. Il a aussi une grande activité de journaliste. L'un de ses premiers textes de 1939, c'est un texte qui s'appelle Misère de la Kabylie, où il décrit cette partie de l'Algérie et la misère qui y règne et qu'il impute en partie aux relations de type colonial qui sont établies par la France en Algérie. Camus lui-même vient d'un milieu pauvre, voilà, et donc il a une expérience vécue de l'injustice. Bon, ça, c'est quelque chose de très important aussi, c'est-à-dire que pour lui, l'injustice, la lutte contre l'injustice n'est pas le résultat d'une théorie et d'un raisonnement, ce qui est le cas chez d'autres, ça, par exemple. La lutte contre l'injustice, ce n'est pas le résultat d'une théorie, c'est le résultat aussi, encore, d'une expérience vécue. Et donc cela mène Camus, c'est un point assez important, je pense, à souligner, cela le mène à ne pas idolâtrer l'histoire et à ne pas idolâtrer une théorie de l'histoire. Et donc il développe une pensée de la révolte plutôt que de la révolution. Et c'est le thème de L'homme révolté, publié en 1951, qui analyse, alors je vais juste donner l'idée principale de L'homme révolté. L'homme révolté analyse ce qu'il appelle la contradiction fondamentale de la révolte. La contradiction de la révolte, c'est que l'homme révolté, c'est celui qui dit non à une injustice. Le cas pur de la révolte, c'est la révolte de l'esclave, dit Camus. Toute la première partie s'appelle L'homme révolté. La première partie du livre qui s'appelle L'homme révolté, c'est un chapitre qui s'appelle L'homme révolté aussi, et qui analyse la révolte de l'esclave pour dégager une sorte de type pur de la révolte. Alors la révolte de l'esclave, ce que dit Camus, c'est que c'est une révolte qui est un non opposé à sa propre situation, on est réduit à l'esclavage, mais qui est un non qui enveloppe en même temps une affirmation, qui enveloppe l'affirmation de la dignité humaine. C'est-à-dire que si l'esclave se soulève ou refuse sa position d'esclave, c'est au nom d'une dignité humaine qui est niée chez lui. Et donc là, ça c'est un type de révolte que Camus appelle pure, parce que en même temps qu'il y a une négation, il y a une affirmation. C'est-à-dire que la révolte s'oppose tout en posant quelque chose de nouveau. Mais justement, ça c'est tout le reste qui constitue le cœur de l'ouvrage, ça c'est pas du tout comme ça que ça se passe la plupart du temps. Et il n'est pas nécessaire que ça se passe comme ça. Il est très possible qu'une révolte reste bloquée sur le moment du non, du refus. Et donc, la contradiction fondamentale de la révolte, c'est, dit Camus, à la fois l'aspiration à la liberté et, euh, et le refus du monde tel qu'il est. Mais voilà, il faut que les deux aillent ensemble et les deux ne vont pas forcément ensemble. Il peut y avoir un blocage sur le moment de refus simplement du monde tel qu'il est. Et c'est ce que Camus appelle le nihilisme. Lorsque la révolte est pure déchaînement de violence qui ne pose rien de nouveau, qui ne remplace pas le désordre de l'injustice par un ordre qui serait meilleur. Et donc, voilà, Camus est très attentif à ça, à ce fait que la révolte doit pouvoir se dépasser en une affirmation. Voilà. Et ça, c'est ça qui lui a été reproché. C'est-à-dire, beaucoup ont lu ça comme un refus de l'idée de révolution, de changer les choses, et une acceptation de l'ordre établi en quelque sorte. Alors, du coup, voilà. Lorsque la révolte reste bloquée sur le moment négatif du non, c'est ce que Camus appelle le nihilisme. C'est lorsque, du coup, la violence va appeler la violence et lorsque, c'est aussi un point qu'il développe qui est très important, lorsque le moyen de la révolte, c'est-à-dire la violence, la lutte, se substitue aux fins, qui est un monde plus juste, meilleur.
Ça, c'est quelque chose qui est développé, par exemple, dans la pièce de Camus qui s'appelle Les Justes, qui accompagne aussi le cycle de la révolte. Chacun des cycles, en fait, est composé d'un essai, d'un roman et d'une pièce de théâtre. Le roman, c'est La Peste pour la révolte, et la pièce, c'est Les Justes, où on voit justement un personnage qui justifie la violence et le meurtre comme moyen pour des fins plus hautes à venir, mais dans l'avenir. Et la position de Camus est beaucoup plus nuancée. Et ça, c'est très important, c'est que Camus ne nie pas. Souvent, on pense qu'il nie l'idée qu'il y aurait de la violence dans l'histoire, ou même que parfois la violence soit nécessaire. Non, Camus ne nie pas, il le dit à plusieurs reprises, qu'il y ait de la violence dans l'histoire, ni même que parfois la violence soit en un sens nécessaire. Mais ce qu'il nie, ce qu'il refuse, c'est la justification de la violence. Voilà. Il dit, le mal, c'est pas la violence, c'est la justification de la violence. Et ça, je pense, c'est très fort comme position. C'est-à-dire que, voilà, il dit que nier le rôle de la violence dans l'histoire, ce serait utopique, ou même angéliste, enfin, je ne sais pas comment dire, angélique, voilà. Mais voilà, le mal, c'est vraiment ça, c'est lorsque un intellectuel, par exemple, justifie la violence. Et encore une fois, c'est une position complexe, parce que c'est pas le refus de la violence totale, c'est le refus de la justification de la violence. Et donc ensuite, toute son œuvre, tout l'homme révolté va analyser les différentes formes de cette contradiction. Il va prendre les différents auteurs, les différents mouvements historiques, mouvements politiques et mouvements sociaux de l'histoire pour analyser comment est-ce que, très souvent, la tentation du nihilisme est présente chez des révolutionnaires. Et en même temps, Camus ne condamne pas l'idée de révolution, parce que justement, il refuse l'idée de nécessité. Donc, il ne dit pas que la révolte produit nécessairement la pure négation, le nihilisme, mais il dit que ça ne produit pas non plus forcément l'affirmation nouvelle. Et donc, il y a à chaque fois à juger en situation les phénomènes historiques. Il n'y a pas un schéma théorique qui pourrait nous donner la clé de l'histoire. Voilà. L'histoire, elle est à faire perpétuellement. Et donc, c'est ça la conclusion finalement, c'est que la révolte, c'est quelque chose qui est toujours à reprendre. Il ne faut pas croire qu'il y a une forme historique ou une théorie qui nous donnerait une fois pour toutes la clé de l'histoire. Et donc, du coup, on peut dire que Camus ne sépare pas la morale et la politique. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui va le distinguer aussi de Sartre. C'est-à-dire, il n'y a pas une morale spécifique à la politique. La politique et l'histoire ne sont pas à elles-mêmes leur propre morale. Donc, il n'y a pas une morale de la violence, par exemple. Il n'y a pas de nécessité historique qui fonderait une morale plus élevée que la moralité commune. Et sur ce point, je pense qu'on peut rapprocher Camus de Orwell, qui développe l'idée de décence commune ou de décence ordinaire, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une moralité de base, voilà, qui résulte de l'interaction quotidienne, ordinaire, entre les gens, qui vivent dans des communautés, dans des groupes, où émergent certaines valeurs morales, comme l'entraide, le refus de la hiérarchie, le refus de dominer les autres. Voilà. Le sentiment qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et c'est un sentiment qui n'est pas fondé sur une théorie, c'est voilà, il y a des choses qui ne se font pas. Et qui sont ancrés dans la moralité ordinaire de tout le monde. Et il n'y a pas besoin d'une théorie, d'une philosophie de l'histoire pour pouvoir agir moralement. Et au contraire. Et donc Camus est cette position de Orwell. Et c'est ce qui lui permet justement de juger l'histoire, puisqu'il y a des valeurs qui ne sont pas historiques, qui ne sont pas le résultat de l'histoire. De même que la nature est elle-même en un sens soustraite à l'histoire, la morale a une part non historique. Il y a certaines choses universelles dans la morale qui ne sont pas purement et simplement le résultat de l'histoire. Est-ce que j'ai le temps de faire une citation? Ça, c'est résumé dans un texte de Camus qui est écrit juste après l'homme, un peu plus tard que l'homme révolté, qui s'appelle Pourquoi je fais du théâtre? Et où il explique sa position politique, en fait. Il répond à la fois à la question pourquoi je fais du théâtre, et il prend le théâtre comme un modèle pour penser la politique. Pour moi, en tout cas, donc je donne la citation, pour moi, en tout cas, le théâtre m'offre la communauté dont j'ai besoin, les servitudes matérielles et les limitations dont tout homme et tout esprit ont besoin. Dans la solitude, l'artiste règne,
mais sur le vide. Au théâtre, il ne peut régner. Ce qu'il veut faire dépend des autres. Le metteur en scène a besoin de l'acteur, qui a besoin de lui. Cette dépendance mutuelle, quand elle est reconnue avec l'humilité et la bonne humeur qui conviennent, fonde la solidarité du métier et donne un corps à la camaraderie de tous les jours. Ici, nous sommes tous liés les uns aux autres, sans que chacun cesse d'être libre ou à peu près. N'est-ce pas une bonne formule pour la future société? Entendons-nous, les acteurs en tant que personnes sont aussi décevants que n'importe quelle créature humaine, y compris le metteur en scène. Et d'autant plus parfois qu'on s'est laissé aller à beaucoup les aimer. Mais les déceptions, si déception il y a, surviennent le plus souvent après la période de travail, quand chacun retourne à sa nature solitaire. On dit avec la même conviction dans ce métier, où l'on n'est pas fort sur la logique, que l'échec gâte les troupes et le succès aussi. Voilà la citation qui m'intéresse. Cette collectivité n'est si étroitement unie que par la proximité du but et de l'enjeu. La proximité du but et de l'enjeu. Un parti, un mouvement, une église sont aussi des communautés, mais le but qu'ils poursuivent se perd dans la nuit de l'avenir. Au théâtre, au contraire, le fruit du travail, amer ou doux, sera recueilli un soir connu longtemps à l'avance et dont chaque jour de travail rapproche. L'aventure commune, le risque couru par tous, crée alors une équipe d'hommes et de femmes, tout entière tournée vers un seul but, et qui ne sera jamais meilleure ni plus belle que le soir, longtemps attendu, où la partie enfin se joue. Les communautés de bâtisseurs, les ateliers collectifs de peinture à la Renaissance ont dû connaître la sorte d'exaltation qu'éprouvent ceux qui travaillent à un grand spectacle. Encore faut-il ajouter que les monuments demeurent, tandis que le spectacle passe, et qu'il est, dès lors, d'autant plus aimé de ses ouvriers, les acteurs et les metteurs en scène, d'autant plus aimé de ses ouvriers qu'il doit mourir. Pour moi, je n'ai connu que dans le sport d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette sensation puissante d'espoir et de solidarité qui accompagne les longues journées d'entraînement, jusqu'au match victorieux ou perdu. Vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités. Et une dernière citation qui complète celle-ci, qui est tirée d'un entretien de Camus avec le bulletin de l'équipe de football dans laquelle il a joué dans sa jeunesse, donc le Racing universitaire d'Alger. 1900. Après beaucoup d'années où le monde m'a offert beaucoup de spectacles, ce que finalement je sais de plus sûr sur la morale et les obligations des hommes, c'est au sport que je le dois, c'est au RUA, donc Racing universitaire d'Alger, que je l'ai appris. Voilà. Alors, je trouve que c'est des très beaux textes dont on peut retenir plusieurs idées. Alors, la première idée, c'est que c'est en s'ancrant dans une expérience collective que naissent les valeurs morales. Voilà. Et non pas d'une théorie qu'il s'agirait d'appliquer à la réalité. Le théâtre et le sport collectif, il faudrait préciser, notamment le football, en donnent des images. Qu'est-ce qui est commun au théâtre et au foot? Ce sont des communautés libres, au sens où elles ne reposent pas sur des particularités ethniques, par exemple. D'accord? On peut entrer dans une équipe ou devenir acteur. Ce sont des communautés qui s'adonnent à des activités qui tirent leur sens d'un but commun, et ce but a un terme assignable. C'est-à-dire, il n'est pas reporté toujours à l'infini, mais on peut concrètement agir sur lui. Et non, c'est même pas grave. La question n'est même pas de savoir si on va gagner le match ou le perdre. Bon, voilà, c'est en ce sens-là que ça se rapproche de ce que Camus dit par ailleurs de l'absurde. C'est l'effort lui-même vers le but qui est en même temps tangible, qui donne naissance à ces valeurs et qui donne un sel à l'existence. Et alors justement, il y a des valeurs spécifiques qui émergent de ces activités, le théâtre et le football, ou le sport collectif. Quelles sont-elles? Alors, je pense qu'on peut en noter plusieurs. D'abord, la reconnaissance de la solidarité entre les hommes. Chacun a besoin de l'autre. L'absence de hiérarchie. D'accord? Il n'y a pas de hiérarchie entre les différents joueurs de l'équipe. Il y a un capitaine, mais le capitaine n'est pas le chef des autres joueurs. Il leur donne il assume une certaine responsabilité de certains actes, et c'est pareil dans le théâtre. Est-ce que le metteur en scène, c'est vraiment un rapport hiérarchique qu'il entretient avec ses acteurs,
ou est-ce que c'est pas une forme de complémentarité? Euh, Donc, il y a une absence, je pense, de hiérarchie, mais en même temps, il y a la reconnaissance de l'individualité de chacun. Voilà. Donc, le gardien, c'est pas un avant-centre, le metteur en scène, c'est pas un comédien. Et donc, c'est pas, il y a une égalité, mais qui n'est pas une sorte d'égalitarisme où chacun devrait faire exactement la même chose. Euh, Il y a à la fois la reconnaissance du caractère solitaire et solidaire, voilà, des êtres humains. C'est une formule qu'on peut aussi trouver chez Camus. L'homme, il est à la fois solitaire et solidaire, et c'est ces deux aspects qu'il faut savoir relier entre eux, et qui sont souvent niés. Voilà, soit on affirme une sorte d'individualisme et on refuse la communauté, soit au contraire, euh, on affirme le primat de la communauté sur l'individu, et du coup, il n'y a plus la liberté individuelle qui est ménagée. Et donc, finalement, voilà, là, Camus donne une sorte d'image concrète de ce qu'est, je pense, son idéal politique. Et donc, ça a des implications politiques. À la fin de L'Homme révolté, par exemple, Camus se prononce en faveur du syndicalisme révolutionnaire. Il dit quelle est la forme politique la plus à même de faire avancer les choses telles que je les décris, euh, telles que je les ai décrites dans L'Homme révolté, c'est finalement le syndicalisme révolutionnaire. Et donc ça permet de nuancer les instrumentalisations parfois qui sont faites de Camus par les hommes politiques. Euh, donc le syndicalisme révolutionnaire, vous avez un... Est-ce que j'ai le temps de dire un petit peu ça? Ouais. Donc, c'est la conclusion presque de L'Homme révolté. Il décrit ce à quoi il a abouti et il dit voilà, quant à savoir si une telle attitude trouve son expression politique dans le monde contemporain, celle que j'ai décrite, il est facile d'évoquer, et ceci n'est qu'un exemple, ce qu'on appelle traditionnellement syndicalisme révolutionnaire. Ce syndicalisme même n'est-il pas inefficace? La réponse est simple. C'est lui qui, en un siècle, a prodigieusement amélioré la condition ouvrière depuis la journée de 16 heures jusqu'à la semaine de 40 heures. L'empire idéologique, lui, a fait revenir le socialisme en arrière et détruit la plupart des conquêtes du syndicalisme. C'est que le syndicalisme partait de la base concrète, la profession, qui est à l'ordre économique ce que la commune est à l'ordre politique, la cellule vivante sur laquelle l'organisme s'édifie, tandis que la révolution césarienne, centralisatrice, qui essaye de juxtaposer sa théorie sur les différentes activités humaines, la révolution césarienne part de la doctrine et y fait entrer le réel de force. Le syndicalisme, comme la commune, est la négation, au profit du réel, du centralisme bureaucratique et abstrait. Voilà. Je pense que là, on a le programme, enfin, le résumé de la position politique de Camus, qui assume une forme de socialisme, mais un socialisme par en bas, opposé à un socialisme par en haut, voilà, qui serait l'application à la réalité d'une théorie préalable. Et donc, les formes politiques doivent émerger de l'activité concrète des hommes pour être justes et effectives, de la base concrète de la vie. Et donc, voilà, il dit à la fois du point de vue économique, c'est le métier, la profession, d'où le syndicalisme, et sur le plan politique, il considère que la vraie révolution, ce n'est pas 1789, a fortiori 1793, mais c'est la Commune de Paris, dont on va célébrer les 150 ans cette année, en mars. Donc voilà, il parle de la commune en des termes extrêmement beaux et élogieux, où voilà, ce sont des gens ordinaires qui ont pris le pouvoir pendant pas très longtemps, parce qu'après ils se sont fait massacrer assez durement, mais où il y avait quelque chose voilà, qui n'était pas l'application d'une théorie préalable, mais où on a essayé voilà, de résoudre des problèmes concrets, sans que ce soit forcément des experts qui puissent le faire, mais à partir des besoins concrets des gens, voilà, de leur questionnement, à partir de leur travail, à partir de leur activité commune. Et donc, voilà. Du coup, je pense qu'on peut, on peut conclure. Est-ce que je peux dire quelques mots sur la violence dans l'histoire, comme c'est par le. Du coup, sur la question de la violence dans l'histoire, on peut, si je résume, dire qu'il y a un refus de la violence par Camus. Et pour finir, je mentionnerai un texte qui est, je pense, pas très connu, mais bon, peut-être que vous le connaissez,
qui traite aussi de cette question de la violence et qui est très intéressant, c'est les réflexions sur la guillotine, réflexions sur la peine de mort, qui a été édité après avec un texte aussi de Arthur Koestler, l'auteur du Zéro et de l'Infini. Et donc, on peut voir dans ce texte, qui date de 57, réflexion sur la guillotine, vraiment un résumé de la position de Camus sur la violence et aussi de sa méthode, de la manière dont il écrit et dont fonctionne son propos philosophique. Ça nous éclaire quoi, sur sa démarche intellectuelle. Alors, c'est un texte qui est écrit donc contre la peine de mort et qui commence par un récit sensible où Camus raconte l'histoire de son père, qu'il n'a pas connu, mais dont il tient, en fait, dont il sait très peu de choses, dont il y a à peu près uniquement ce récit qu'il connaît, qui est que quand Camus était donc tout petit, son père, il y a eu dans les environs un assassinat horrible. Il y a une personne qui a tué un fermier et sa famille, et notamment des enfants, et donc qui a été condamné à la peine capitale, et l'exécution était publique. Et son père a été très choqué par le fait notamment que les enfants aient été égorgés, enfin, je ne sais pas s'ils étaient égorgés, mais qu'ils aient été tués. C'était vraiment une sorte de bain de sang horrible. Et donc, il est allé assister à l'exécution capitale. Et lorsqu'il est rentré de cette exécution, il est rentré en claquant la porte et il a vomi toute l'après-midi. Voilà. Et Camus s'interroge à partir de là, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un châtiment qui, même pour ceux qui le considèrent comme juste, provoque ce type de réaction sensible, cette nausée. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc c'est très intéressant parce que ça commence vraiment, non pas par une déduction absurde, pardon, une déduction logique de l'absurdité de la peine de mort, mais par la démonstration sensible de ce que ça fait dans une situation particulière à quelqu'un d'assister à la peine capitale. Et ça ne veut pas dire qu'ensuite il n'y a pas des arguments. Ensuite, Camus donne un certain nombre d'arguments. Je trouve d'ailleurs que en ce qui me concerne, c'est le texte vraiment qui est le plus, qui est qui donne les arguments les plus précis, à mon sens, contre la peine de mort. Alors, je vous les donne rapidement. Camus donne 4 arguments, principalement contre la peine de mort. Le premier argument est fondé sur une comparaison statistique. Il fait un travail comme ça, très précis de statistiques, où il compare les pays où il y a la peine de mort et les pays où il n'y a pas la peine de mort. Il compare aussi un même pays lorsque la peine de mort y est effective et lorsqu'elle a été abolie. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de caractère dissuasif de la peine de mort. Ce qui est un argument souvent des partisans de la peine de mort, c'est que ça permet de dissuader, voilà, par l'exemplarité de cette peine capitale, les gens de commettre des meurtres, des crimes. Mais ce n'est pas le cas. Factuellement, voilà, ce n'est pas le cas. La peine de mort n'est pas dissuasive. Il y a un deuxième argument qui est fondé sur le fait qu'il s'agit d'une peine absolue et définitive. Et là, Camus s'appuie sur ses réflexions sur l'absurde en disant que justement, une peine qui est absolue et définitive nie la finitude humaine. Et en plus, ajoute à l'absurde du monde l'absurdité de la violence entre les hommes. Et donc, il ne laisse aucune possibilité d'amélioration aux condamnés. Le troisième argument, il est fondé sur la faillibilité humaine. L'argument de la faillibilité humaine, c'est l'idée que la peine de mort, c'est une peine qui est irréversible. Or, les jugements humains sont faillibles. Et donc, une peine qui ne peut pas être commuée en cas d'erreur judiciaire, et ça arrive en plus, vraiment, il y a des gens qui sont condamnés à mort, et on découvre qu'en fait, non. Même s'ils avaient fait des aveux, en fait, c'est très étonnant. Des gens font des aveux et ne sont pas coupables. Et on le découvre plus tard, et donc on aimerait bien les libérer, mais c'est trop tard, ils ont été condamnés à mort. Et enfin, il y a un dernier argument qui me semble très intéressant et que j'ai à ma connaissance, enfin, je ne l'ai pas vraiment lu très souvent. C'est un argument qui nie, qui réfute la justification de la peine de mort par la loi du talion. Et ça, c'est un argument qui revient très souvent. Par exemple, en ce qui me concerne, mes élèves me donnent souvent cet argument. La peine de mort, c'est juste parce que finalement, quelqu'un a fait quelque chose de mal et donc on lui rend l'appareil, dans le cas donc d'un meurtre.
Et alors, l'argument de Camus, c'est que, en fait, il n'y a pas vraiment de talion. C'est-à-dire que l'attente du condamné à mort ajoute à la mort l'angoisse de l'attente et l'angoisse de savoir qu'on va mourir sans savoir exactement quand. Euh, et je trouve que c'est un argument très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité réciproque entre le crime et le châtiment. La peine de mort, en fait, c'est pas juste que c'est inhumain parce que c'est de la violence, c'est que c'est même pas du talion. Voilà. Bon, je vais finir ici. Je dis en 2 minutes, je dis quelques mots sur l'actualité de Camus. Je pense qu'à partir de ce qu'on a dit, on peut repérer 2 thèmes principaux. Le premier, c'est la question du rapport à la nature, qui peut nous parler et qui peut nous permettre de réfléchir à la question écologique, à mon avis, d'un point de vue un peu différent. Euh, Parce que chez Camus, la nature n'est pas anthropomorphisée, mais est également relativisée l'idée moderne de nature. L'idée moderne qui date de la mathématisation de la nature, à partir de Galilée, l'idée que la nature, ce serait un pur ensemble de fragments de matière soumis au déterminisme et où l'homme serait complètement étranger. Voilà. Il y a dans la nature quelque chose qui échappe au contrôle des hommes, et donc quelque chose qui peut faire contrepoids à leur volonté de puissance et de maîtrise absolue. On pourrait donc dire, je pense, avec Camus, que le but n'est pas de devenir comme maître et possesseur de la nature, mais de cultiver la nature. Et le deuxième thème, c'est la question des limites. Alors, j'en ai pas trop parlé, mais c'est un peu en filigrane de mon propos. Il y a beaucoup de textes de Camus sur cette question des limites. Voilà. Camus insiste sur l'idée qu'il y a une nature humaine. Il emploie le terme même de nature humaine, ce qui est vraiment récusé, par exemple, par Sartre. Sartre dit il n'y a pas de nature humaine, il y a une condition de l'homme, mais il n'y a pas de nature humaine. Pour Camus, il y a une idée, il y a une nature humaine qui n'est pas uniquement le résultat de l'histoire, et qui vient aussi donc limiter la toute-puissance que les hommes pourraient s'octroyer. Et je pense que ça peut avoir des échos, des résonances à propos des questions concernant le transhumanisme ou les développements techniques également, comme ça, une sorte de fuite en avant qui est en fait une absence de limite que l'on pourrait se donner. Et ça renvoie à l'humanisme de Camus. Voilà. C'est-à-dire l'homme se constitue lui-même, l'homme est une valeur, mais se constitue à travers la reconnaissance de limites à la fois extérieures, la nature, et intérieure, l'autolimitation de la volonté de puissance et de la violence réciproque. Et ça mène donc, finir là-dessus, à une vision un peu nuancée de l'idée de progrès avec un grand P. Tout changement n'est pas nécessairement un progrès, et Camus est, à ma connaissance, le seul qui ait écrit tout de suite un texte critique sur la bombe atomique. L'éditorial de Combat, dont j'ai déjà parlé, porte sur le bombardement d'Hiroshima. C'est l'éditorial d'août 1945. Et au même moment, l'éditorial du Monde, je ne sais pas si vous le connaissez, le titre c'était Une révolution scientifique, 2 points, les Américains lancent leur première bombe atomique sur le Japon. Et Camus, au contraire, réfléchit sur les développements techniques et sur l'utilisation de certains développements techniques et scientifiques. Alors, il n'est pas du tout, c'est pas un technophobe. Hein, il dit souvent, on ne peut pas revenir à une société artisanale. Voilà, c'est pas l'utopie de revenir en arrière, mais ça n'empêche qu'il y a à s'interroger sur les développements à la fois techniques, scientifiques, et sur ce qu'ils ménagent de possibilités aux formes de vie humaines. Voilà. Et donc, je pense que Camus récuserait l'idée qu'il y a soit les Amish, soit les promoteurs de la 5G, par exemple. Voilà, c'est plus compliqué, plus complexe peut-être que ça. Voilà. Alors, je pense qu'on peut conclure là-dessus, parce que c'est des thèmes qui sont d'actualité. Et alors, il y a plein de choses dont on pourrait parler encore. Hein. J'avais pensé parler aussi de l'éloge de l'instruction dans Le Premier Homme, qui est le dernier texte inachevé de Camus, où il a des très beaux textes sur l'école et sur ce que c'est que s'instruire. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie. J'éteins. Ah oui, est-ce que vous avez des questions?
par chat, vous pouvez poser des questions si certains le souhaitent. Si certains ont réussi à se connecter avec un compte, YouTube, c'est ça? Eh bien, vous pouvez poser des questions par le biais du chat. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues sur des choses que je n'aurais pas dites ou si je suis allé trop vite sur certains points ou si vous voulez oui, alors, ça on peut le lire comme ça, peut-être? C'est parce que je pense que l'amour, hem, c'est pas uniquement l'amour au sens, individuel du terme. Je pense que ça aurait été mais bon là j'extrapole vraiment, aussi, l le rapport de l'homme au monde peut être, lu comme un rapport d'amour. Voilà, l'amour c'est pas seulement mais le rapport interindividuel, c'est aussi peut être analysé en termes d'amour, mais c'est plus large, ça s'insère dans quelque chose de plus global et le 1er homme, oui, bien sûr, je pense, il y a quelques notations sur le cycle de l'amour dans les carnets, heu, où il parle un peu, mais c'est vraiment, c'est un peu inachevé, je sais pas très bien ce qu'il aurait fait. Il y a des plans un peu pour des, pour une, pour des textes, pour des romans, mais on n'en sait pas plus malheureusement. Ça aurait été bien d'avoir un cycle de l'amour de Camus. Non, s'il y a pas de questions, alors on vous dit, au revoir. Hem Et alors, il y aura une prochaine conférence qui portera sur Ivan Illich, mais on ne sait pas si elle aura lieu encore par, comme ça, par visioconférence ou, s'il sera possible de la faire, à la médiathèque et la date non plus n'est pas encore, fixée. Donc, ça, ça vous sera communiqué par la médiathèque, je pense, lorsque les dates seront fixées. Voilà, bah, je vous remercie et je vous dis, peut-être, à la prochaine fois. Je vais éteindre du coup?